Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Les fondateurs, des utopistes déterminés. Je suis moins fier de ma carrière personnelle, je suis professeur de l'enseignement supérieur que d'être fils d'instituteur. Ce mot avait une autre force que professeur. Je suis heureux que des enseignants aient montré à travers le GCU, comme à travers la MGEN et la MAIF, ce que peut être un modèle de gestion collective solidaire et fraternelle. Octobre 1935, deux instituteurs militants départementaux de la jeune MAIF, Mutuelle Assurance Automobile des Instituteurs de France, proposent à Edmond Proust, président fondateur de cette dernière, un article sur le camping, pour le premier guide touristique que doit publier la Mutuelle. Un des auteurs, Albert Theist, a 36 ans. Il a rencontré Proust en 1934 et il ne cessera jamais d'avoir pour lui une amitié et une admiration sans réserve. Gascon d'origine, fils de paysan fortement attaché à sa terre natale le Gers, Theist intègre l'école normale au moment de la Première Guerre mondiale. Il obtient son CFEN, certificat de fin d'études normales, se syndicalise et participe le 17 mai 1934, dans un grand élan de solidarité, au théâtre de Fontenay-le-Comte en Vendée, avec 300 autres instituteurs présents ou représentés, à la création de la MAIF. En juillet de cette même année, il est nommé dans son village natal à Beaucaire-sur-Baïse où il restera jusqu'à sa retraite. Socialisant, secrétaire de mairie, expert géomètre, écrivain public, poète, ethnologue, initiateur du jeu de boules dans son village, animateur bénévole avec sa femme d'une troupe locale de théâtre, Theist correspond dans la terminologie du sociologue allemand Max Weber à l'idéal type du maître d'école de la Troisième République. Ce sont eux, les hussards noirs de la République, qui seront à l'origine de la Mutuelle et du GCU. L'histoire de ces deux institutions est fortement imbriquée. Les fondateurs du GCU sont d'abord des solidaristes, des mutualistes convaincus. Theist est le premier adhérent de son département à soutenir la fondation de la MAIF. Il devient rapidement correspondant départemental. Comme les autres militants de la Mutuelle, il profite de toutes les réunions cantonales, syndicales, pédagogiques, de l'organisation annuelle des épreuves du certificat d'études pour expliquer à ses collègues le principe du mutualisme intégral, nous y reviendrons. Albert Theist cherche à convaincre ses collègues d'adhérer à ce qui n'est encore qu'un projet bien présomptueux, fonder une mutuelle. À cette époque également, les vacances scolaires commencent le 14 juillet pour se terminer au 1er octobre. Jusqu'au XIXe siècle, les écoles vaquaient en deux sortes d'occasions, les fêtes religieuses qui scandaient l'année et les travaux des champs qui entraînaient des absences nombreuses. À la fin du siècle, les congés et les vacances s'autonomisent du calendrier de l'Église et des obligations du monde paysan. Sous la Troisième République, les temps libres en continu se développent avec comme seule finalité de donner des loisirs aux élèves et aux enseignants. Ces longues vacances sont placées dans la saison d'été, s'ouvre alors un temps à inventer et à organiser. L'article de Theist sur le camping ainsi que celui de Panouillot de Saint-Laurent-la-Roche dans le Jura sont publiés dans le guide de 1936. Le premier loue avec lyrisme les charmes de la vie bucolique, le second appelle à la création d'un groupement de campeurs. Le correspondant départemental de la MAIF du Gers, ce paysan enraciné qui connaît le gascon comme nul autre, mais qui manie avec talent le français, cette langue étrangère apprise à l'école, cet amoureux infatigable des livres, aime prodigieusement écrire. C'est en ces termes qu'il s'adresse à ses collègues dans la revue de la Mutuelle. Lorsqu'au premier beau jour vous avez vu les roulottes des bohémiens s'égailler par les routes fleuries, n'avez-vous pas envié la vie errante de ces éternels voyageurs ? N'avez-vous pas senti revivre en vous, mystère des hérédités profondes, l'âme d'un ancêtre nomade ? Certes, vous avez bientôt détourné les yeux, honteux d'avoir vous, citoyen honnête d'une honnête république, laissé tomber un regard presque sympathique sur ce groupe suspect de va-nu-pieds. Mais plus tard, votre sommeil n'a-t-il pas été hanté par le rêve millénaire des hommes ? Voir d'autres horizons, aller toujours plus loin par-delà les coteaux et les plaines ? Ce rêve, le camping seul vous permet de le réaliser. Voyager avec une tente ou une roulotte, c'est rompre avec la sédentarité, la quotidienneté et vivre en liberté pour profiter du calme et de la beauté de la nature. Cette aventure, économiquement à la portée des maîtres d'école peu fortunés, permet non seulement de développer ses aptitudes physiques par l'exercice de la randonnée ou du canoë,
mais aussi de découvrir de nouvelles contrées, des usages différents, afin de retrouver la sérénité. Nous éprouvons aussi, déclare Teist, plus que quiconque, la nécessité de calmer nos nerfs, de reposer notre esprit, de dilater nos poumons, de nous évader quelque temps de l'emprise du métier, de rechercher son antidote à la fatale déformation professionnelle et pour quelques-uns d'entre nous, à la vie souvent factice des cités modernes. Quelle satisfaction de se libérer pendant plusieurs semaines de toute convention, de toute chaîne, de laisser chez soi, avec une âme d'emprunt plus ou moins embourgeoisée, ses faux cols et ses chaussettes, ses bibis et ses bas de soie. Quelle satisfaction de se retrouver enfin soi-même, dévêtu de toute vanité d'homme civilisé. La finalité de cet art de vivre est bien la constitution d'un esprit sain, dans un corps sain. Là est déjà la devise de Teist. Le temps de loisir, à son avènement dans ces années 1930, est déjà envisagé ici comme un temps à occuper pleinement. Le tourisme du campeur enseignant n'est pas l'expérience de la vacuité, de la mollesse, de la vacance, de ce qui est vacant, vide. Bien au contraire, il convient de se détendre, de se divertir et de se développer physiquement et intellectuellement pour accomplir mieux encore ses fonctions d'enseignant. On retrouve là les trois essentielles finalités attribuées au loisir par J. du Mazédier. Se détendre en se délivrant de la fatigue, se divertir en évitant l'ennui et s'épanouir en développant sa personnalité, en échappant à la routine du travail quotidien. Camper a une vertu thérapeutique. La nature répare, elle est nécessaire dès cette époque au ressourcement du citadin. Ce temps permet enfin un jeu sur les identités. L'honnête maître d'école joue au bohémien dans sa roulotte de contreplaqué. Il fait l'expérience éphémère de la vie sauvage, se dépouille de sa blouse grise pour mieux se retrouver. La quête de ce voyage est aussi lui-même. Panouillot parle bien davantage en militant, en politique. Il utilise un autre jeu de langage. Le développement si rapide de notre mutuelle automobile a fait germer cette idée simultanément dans plusieurs esprits, créé au sein de la mutuelle un groupe de campeurs universitaires. Nul, plus que le campeur, n'a le sens social, le goût de l'entraide plus développé. Si l'on ajoute que chez nous instituteurs, l'esprit de corps est particulièrement puissant, grâce sans doute à nos luttes syndicales et corporatives, on comprendra les raisons de notre initiative. Notre GCU nous permettra surtout d'organiser des camps universitaires et des caravanes de quelques camarades dans les régions les plus pittoresques. Conçoit-on tous les services que des campeurs amis, voyageant en caravane, peuvent se rendre. Et puis, c'est aussi la possibilité de s'organiser pour dépasser nos frontières, de se risquer en Espagne, voire en Afrique du Nord. Que dites-vous d'une république de campeurs universitaires quelque part dans la riante Italie, au pays des chemises noires ? Une gageure. Non. Une réalité de demain. Alors faites-nous parvenir votre adhésion au GCU en formation. Cette appellation universitaire, que l'on doit à Panouillot, peut paraître étonnante aux lecteurs d'aujourd'hui. Aucun enquêté, même les plus anciens, n'a su expliquer précisément le choix de ce terme. Il fait vraisemblablement référence à ce lointain décret du 17 mars 1808, où Napoléon Ier pose le principe que l'enseignement public, dans tout l'Empire, sera confié à l'université. C'est elle qui doit établir des écoles normales où l'on présentera les méthodes les plus propres à perfectionner l'art de la lecture, de l'écriture, du calcul. Nul ne peut enseigner sans être muni d'un diplôme délivré par l'université. Ce n'est que sous la Troisième République, par la loi du 9 août 1879, qu'obligation est faite à tous les départements d'entretenir une école normale d'instituteurs et d'institutrices. Dès le début du XXe siècle dans les villes, on conseille fortement aux instituteurs par exemple de constituer avec leurs collègues des foyers universitaires, bibliothèques ouvertes au personnel de tous les ordres d'enseignement. L'idée d'un groupement de campeurs enseignants est lancée. Panouillot et Teist utilisent le bulletin trimestriel de la mutuelle pour continuer leur propagande. Juillet 1936, quelques dizaines d'adhérents organisent 2 camps de rassemblement, l'un à Nantua, l'autre à la Capte d'Hyères. Paul Varenne, correspondant départemental de la MAIF en Ardèche, prend la tête d'une caravane pour l'Espagne, mais la guerre ne lui permet pas de réaliser son projet. En août 1937 cependant, des CU rassemblés à Luchon passeront la frontière pyrénéenne pour échanger avec le garde-frontière. Nous descendons vers Bossost à quelques kilomètres de Lérida tragiquement bombardée depuis. La montagne est magnifique. Un garde-frontière nous accompagne aimablement à notre retour.
Nous devisons de nos occupations respectives, de la guerre de Franco. Il n'en sait pas plus que nous. C'est terrible, dit-il avec un soupir. Voici la frontière. Nous serrons affectueusement la main de notre compagnon et formons des vœux pour la victoire de l'Espagne républicaine. Les fondateurs du GCU sont farouchement hostiles au régime de Franco. C'était là aussi leur engagement. Annie Benaben, fille de CU, est née en 1939. Elle se souvient de son oncle Gaston Loupiac, qui était titulaire de la licence numéro 11. C'était un responsable de la MAIF. Il fut le secrétaire général du premier conseil d'administration du GCU. Il campait avec les pionniers, Maurice Fonvielle, Teist, Loyer dans une pinède à la Capte qui se situe sur la presqu'île de Gien. Il avait une roulotte, une espèce de caravane en bois très artisanale. C'était une caisse à savon sans fenêtre. Il avait dû la faire construire. On part avec la roulotte, clamait-il. Le groupe s'organise. Certains adhérents se renseignent sur le meilleur matériel de camping à utiliser, d'autres se lancent dans la prospection des terrains susceptibles de les accueillir. Début de l'année scolaire 1936 à 1937, l'idée d'une association et donc d'un groupement de campeurs est acquise. D'où vient cette idée chez Teist et Panouillot, d'organiser leurs loisirs sur le mode du camping? Les Romanichels seuls servent-ils de modèle? Était-ce si habituel de monter sa tente? Être campeur avant la guerre. On date traditionnellement les débuts du camping à 1865, lorsque l'alpiniste anglais Edward Whymper partit à la conquête du Cervin, utilisa le premier, semble-t-il, une tente de loisirs. L'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, dans Voyage avec un âne dans les Cévennes, raconte sa découverte en automne 1878 de cette région et donnera à tous ses lecteurs le désir de vivre en pleine nature. Il a 28 ans, aime la France et cherche à fuir un chagrin amoureux. Il veut prendre tout son temps pour ce circuit qui doit l'amener du Monastir, près du Puy, à Saint-Jean-du-Gard, au pays des Camisards. Il veut non seulement découvrir par la marche les hommes et les lieux chargés d'histoire, mais aussi il désire se couper du monde pour se trouver lui-même. Passer toutes ses nuits dans une auberge ou un refuge ne lui convient pas, c'est fastidieux, contraignant de devoir chercher un toit dès que vient la nuit. Il se décide pour l'achat d'un sac de couchage, qu'il fait confectionner sur mesure, un long rouleau en bâche verte à l'extérieur et en fourrure de mouton bleu à l'intérieur. Une fois plié, celui-ci lui servira de valise dans la journée. En cas de pluie, il se fabrique juste une petite tente pour se protéger uniquement la tête. C'est ainsi équipé que Stevenson peut passer toutes ses nuits à l'hôtel de la Belle Étoile. La nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit. En plein air par contre elle s'écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. Ce qui ressemble à une mort momentanée aux gens qu'étouffent murs et rideaux, n'est qu'un sommeil sans pesanteur et vivant pour qui dort en plein champ. Il lui arrive même de laisser à son départ quelques pièces de monnaie sur le sol. N'est-il pas le débiteur de la nature pour cette généreuse réception? L'aristocrate Stevenson aura de fervents adeptes et rend bien compte de l'imaginaire des premiers campeurs. À lire les travaux d'Ossirost, on apprend que le mot camping apparaît en France en 1903 sous la plume d'un journaliste de la presse sportive. Il nous présente des cyclotouristes anglais, véritables Robin Hood, qui dès cette époque fuient la capitale, l'enfermement et l'asphyxie. Ils se regroupent sous forme d'associations de cycle-campers, qui par leur choix de vie privilégiant le retour à la vie sauvage, la nature et le grand air, contestent le progrès technique, le confort bourgeois et l'atmosphère insalubre, voire immorale des grandes villes. Si la civilisation a servi l'homme à des besoins superficiels, à contrario l'expérience de la vie simple en pleine nature, doit le libérer des contingences superflues. Doyen des clubs de camping, le Camping Club français, CCF, est fondé le 15 mars 1910 par quelques éclaireurs unionistes, protestants, et le célèbre fabricant de matériel de camping Louis Partridge appartient à ce groupement qui va rompre avec une obédience strictement religieuse. Il convient d'abord d'aider matériellement les campeurs, et de trouver des terrains en les organisant autour d'un chef de camp. Le CCF tisse des liens avec les mouvements de jeunesse que sont les éclaireurs de France avec leur volonté d'éducation morale et religieuse dans et par la nature. Il organise la propagande du camping par des causeries, des sorties, des salons et des démonstrations. Dès les années 1930,
Les adhérents du club se retrouvent rituellement pendant l'année dans des cafés où l'on écoute des conférences-projections de l'un d'entre eux sur son séjour estival. On échange des savoirs et des astuces, on organise les prochaines sorties, on discute matériel, on invite des fabricants et on publie une revue, se constitue là, au cœur des grandes villes, dans ces lieux de forte sociabilité que sont les cafés, l'esprit campeur. Le matériel venu de Grande-Bretagne est cher. Les adhérents s'organisent en coopérative pour acheter collectivement de grandes tentes pouvant héberger jusqu'à 30 campeurs et les premiers fabricants français commencent à commercialiser leurs produits en les exposant lors des réunions annuelles du CCF ou des rallyes. Se déroulent de véritables spectacles où des villages de campeurs sont constitués et où chaque adhérent rivalise dans l'utilisation des marchandises les plus sophistiquées. Ainsi, en mai 1930, le samedi soir à 21h, concours d'illumination des tentes, bougies, acétylène, électricité, etc. À 21h30, grand concert par appareil de TSF. Le dimanche matin vers 9h30, grand concours de camping, qui sera photographié et filmé. Dès les débuts du camping, parmi les classes aisées à cette époque, l'intérêt et l'exhibition des derniers objets de la modernité appartiennent totalement à ses adeptes. Les nouveaux randonneurs par couple souvent s'achètent des rucksacks, des culottes sport pour le tandem, des pullovers identiques. C'est un peu plus urgent, écrit Colette avec morgue, que le crêpe de Chine et le peigné à rayures. Un snobisme remplace l'autre. Marchant, ramant, roulant par paire, les nouveaux impétrants se veulent aussi semblables que deux amandes philippines, que deux marrons dans la même coque, que Narcisse et son image. Aimer camper, et c'est bien là le paradoxe dès les origines, c'est certes vivre au contact de la nature, fuir la ville, son air vicié et son anonymat, créer un lieu de forte solidarité, mais sans renoncer nécessairement au charme de la consommation, de la marchandise et du progrès. La curiosité, l'intérêt porté à l'objet manufacturé modèle fortement nos pionniers et leur imaginaire. Le camping à sa naissance, il faut le souligner, rentre dans l'ère de l'industrie par les rallyes puis les multiples salons et foires. Camper chez les nantis, dès les années 1930, c'est souvent être un Robinson hypercivilisé ou un gentilhomme de la jungle. Colette les croise chaque été. Déjà dans une Provence couverte de tentes, sic, je rencontre des types du parfait nomade courtois qui, vêtus de peu, sont capables de tenir salon, d'inviter la passante. Une tasse de café ? Leur peau noire comme le diable habille quelquefois des anges mélodieux. Ce soir, madame, nous chantons des chœurs à trois voix, voulez-vous venir nous entendre ? Et cette manière d'offrir un petit bouquet en échange de quelques bidons d'eau douce. Louis Partridge, pour ne parler que de lui, est à la fois un campeur expérimenté, aimant se faire photographier avec Paul-Émile Victor et des aventuriers célèbres et un fabricant. Dans ses catalogues de vente, il raconte ses propres aventures, ses prouesses, il donne des conseils, et s'il utilisait au début de ses excursions une tente de 30 kg beaucoup trop lourde, c'est parce qu'il a réussi à confectionner une tente beaucoup plus légère en 1906 qu'il a amélioré ses performances. En 1912, il ouvrait donc son premier atelier de fabrication de tentes et de matériel de camping, véritable lieu de formation du campeur, et certains vieux CU se référaient encore à lui. Dans cette classe de loisirs, l'esprit campeur se forge ainsi avant la Seconde Guerre mondiale dans cet entrecroisement complexe entre une pratique de contestation face à la civilisation et ses maux, un désir de vie saine, sportive et aventurière, un souci pédagogique repérable dans les mouvements de jeunesse et un attrait réel pour l'objet manufacturé, signe de la modernité. Camper à cette époque, c'est se distinguer au sens de Bourdieu, par son équipement, marquer sa différence par ce choix spécifique d'organisation du temps libre, afficher son appartenance sociale. Dans ces années où Teist et Panouillot, qui ne sont évidemment pas des snobs mondains, lancent leur appel, la progression du camping est si grande en France que le nombre des campeurs est estimé à 200 000. Il s'agit donc d'un véritable mouvement, il va s'organiser et se démocratiser par le biais des associations. La découverte du camping vient aussi de l'expérience du scoutisme souvent rapportée par les CU. Les mouvements de jeunesse. C'est après la Grande Guerre que se développe ce qu'on appelle d'un terme général, le scoutisme. 3 organisations se dessinent en France, les éclaireurs laïcs, les scouts catholiques et les éclaireurs unionistes protestants. Ces mouvements utilisent la vie au plein air comme une véritable pédagogie, une ascèse militante. Existent des rituels, des symboles, des chants, des grades et des initiations. La finalité est bien d'éduquer les adolescents,
de forger leur personnalité, paradoxalement en les laissant vagabonder dans les bois ou forêts. Ces citadins, pour la plupart originaires des classes favorisées, doivent apprendre à vivre simplement dans la nature par leurs propres moyens. Les tâches les plus élémentaires de la vie quotidienne, faire la corvée de bois pour alimenter un feu, aller au ravitaillement, laver son linge et la vaisselle, deviennent de très sérieux apprentissages. Développer l'endurance, la débrouillardise, la camaraderie, l'adresse est la finalité d'une série d'épreuves et de rites de passage, traversés apparemment dans la bonne humeur. Ce terrain des initiations qu'est la vaste nature n'est pas sans rappeler l'enclos où se déroulent les rituels d'intégration dans les sociétés sauvages ou traditionnelles, la souffrance physique exceptée. Il s'agit bien là de fabriquer des adultes, dotés d'un certain nombre de qualités physiques et morales. Utilisation de la nature pour mieux socialiser, civiliser l'enfant, l'antienne est connue. La pédagogie du camp se construit d'une certaine manière pour combler les lacunes de l'école. Le chercheur Arnaud Bobéro décrit par exemple un groupe de lycéens protestants au début du XXe siècle, installés dans la nature la plus sauvage sur l'île d'Oléron. La tenue est relâchée, ils se baignent joyeusement, tout ici est liberté. Ils ont pourtant bâti un véritable phalanstère au plan méticuleusement tracé, à l'écart total des paysans autochtones, où sévit un ferme règlement. La nature est habitée, la répartition de l'espace rigoureusement définie. Tente pour dormir, hangar utilisé pour la cuisine, espace réservé pour se verser des seaux d'eau sur le dos, cuvette en fer convenablement rangée, etc. L'emploi du temps lui-même n'est pas laissé au hasard. Lever matinal, partie de football, toilette, repas, culte donné sur la dune, jeux, baignade, promenade, corvées diverses. Bobéro conclut fort justement, camper, c'est en fait ici bâtir une cité utopique. L'aménagement du camp, les rituels et les usages qui régissent son fonctionnement, son vocabulaire spécifique, participent à l'élaboration d'une culture particulière. Il souligne que le camping invente un espace de nature sauvage pour construire de toutes pièces une micro-société utopique censée former et édifier l'enfant. À partir d'un espace sauvage, construire même de façon éphémère, une utopia communautaire avec son bon gouvernement, sorte de cité idéale, est inscrit dès les origines dans cette pratique de plein air. Les CU chercheront à prolonger cette expérience, y apportant leur singularité en regroupant déjà les générations. Le camping en famille. Le développement du camping familial s'appuie sur l'avènement des vacances, accordées pour tous par la loi de juin 1936, qui institue le principe du droit au congé payé en accordant 2 semaines de vacances aux salariés. Le Front populaire crée un sous-secrétariat aux loisirs, rattaché en juin 1936 au ministère de la Santé. L'avocat Léo Lagrange, député du Nord, en est le responsable. Été 1936, les départs en vacances sont favorisés par l'instauration des billets réduits pour les bénéficiaires des congés payés, qui permettent le départ de 600 000 personnes d'après les statistiques de la SNCF. Cette temporalité du congé, cette série de jours consécutifs libérés du travail, est nouvelle pour les ouvriers et en 1936, comme durant les années qui suivirent, seule une minorité quitte son domicile. Si le premier combat est bien de conquérir le temps libre, il convient ensuite de savoir et de pouvoir l'utiliser. Les congés payés, ainsi que le dit la légende, n'ont pas envahi les cités balnéaires. Les salopards à casquette n'ont pas massivement saucissonné sur les plages à la mode comme on les présentait dans une certaine presse. La route des vacances vers la Côte d'Azur ne s'est pas immédiatement ouverte aux classes laborieuses. Les ouvriers sont restés chez eux pour des raisons économiques et ont organisé leurs vacances sur le modèle du temps libre ordinaire. Aller à la pêche, bricoler, jardiner, aider la parentèle installée à la campagne, rendre visite à la famille, faire du vélo. Les espaces parcourus à cette époque, même pour la majorité des instituteurs, sont restreints et le temps des vacances est le plus souvent celui du retour à la nature, le temps d'une brève excursion. Le sous-secrétariat d'État s'efforce d'aider au développement du réseau des auberges de jeunesse. Elles sont nées en Allemagne en 1900, le CLAGE en France, Centre laïque des auberges de la jeunesse, bénéficiant des subventions et de l'appui de Léo Lagrange, compte 229 sites en 1936. Lieux de loisirs, elles sont aussi des centres de sociabilité culturelle. Le Front populaire encourage le sport, qui ne doit pas être uniquement une pratique de nantis.
Les exercices sportifs à la portée de tous devraient permettre, on l'espère, d'enrayer le pourcentage élevé de réformés dans une classe d'âge française. La culture réservée à une élite doit également être partagée par le peuple. On élargit les horaires d'ouverture des musées et l'on pratique une politique de tarifs modiques pour les associations. Lagrange déclarait : je compte sur les municipalités pour développer l'hôtellerie, les terrains de camping, multiplier les fêtes populaires, créer des activités culturelles. Il réunit enfin en 1938 diverses associations de scoutisme, de loisirs et de nature pour constituer l'Union française des associations de camping, UFAC. Le mot loisir était autrefois l'unique apanage de la seule aristocratie puis de la bourgeoisie. Cette classe de loisirs, dont nous parle Veblen à la fin du XIXe siècle, pouvait avec ostentation dilapider sans compter ses biens, son argent et son temps qui devaient être improductifs. Cette nouvelle temporalité prend une résonance populaire. Nous voulons, ajoute Léo Lagrange, que l'ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité. Ni l'ouvrier, ni même l'instituteur ne pouvaient passer des vacances en famille dans un hôtel même modeste, pour des raisons économiques. L'organisation progressive du camping leur permettra de prendre des congés. Le GCU s'enracine totalement dans cette tradition politique du Front populaire et se constitue légalement en association en 1937. Il convient d'organiser pour les instituteurs également cette nouvelle temporalité, travaillée, comme on l'a vu, par les imaginaires d'un camping aux origines diverses dès le début du XXe siècle. Avant de se lancer dans la création du GCU, les fondateurs acquièrent une solide expérience dans la constitution de leur mutuelle, la MAIF. Les CD, correspondants départementaux, de la MAIF. Albert Teist et bien d'autres instituteurs ruraux sillonnent les campagnes pour convaincre leurs collègues de permettre la création d'une assurance contre les risques automobiles. Tous se ressemblent, formés à l'école normale, syndicalistes, vaccinés à gauche, rarement inscrits dans un parti politique, ils cherchent à défendre les valeurs de la République, au premier rang desquelles la laïcité. Défendre l'école, c'est pour eux permettre le progrès social, émanciper les esprits en apprenant à lire et à écrire. À défendre l'école de la République, certains se retrouvent, on le verra, dans les rangs des francs-maçons. L'instituteur Paul Loyer appartient au premier conseil d'administration du GCU en 1937, au titre de trésorier adjoint. Sa fille Denise Boulicaud évoque avec chaleur sa personnalité. Né à Paris en 1906, après son bac, mon père a eu son premier poste dans l'Isère où il est parti avec ma mère, également institutrice. Mon père s'engageait activement dans les associations. Il était donc correspondant de la MAIF, il est entré ensuite au GCU. Pour mon père, le groupement était toute sa vie, il avait la licence numéro 4. La laïcité pour lui était fondamentale. L'impiété de mon père était telle que lorsque nous sommes allés en Italie en 1949 avec des CU, ma mère l'a obligé à visiter les églises, c'était absolument nécessaire. Il était profondément athée, c'était pire qu'une religion. La laïcité pour quelques-uns n'est pas seulement de l'anticléricalisme mais bien un absolu refus du religieux, totalement intolérant, nous y reviendrons. Les instituteurs, des gens de peu. Pour le sociologue Pierre Sansot, les gens de peu sont déjà des individus modestes et les maîtres d'école de cette période appartiennent bien sur certains plans à cette catégorie. Dans les années 1935, les instituteurs ont été eux aussi frappés par la crise économique. 500 000 ouvriers basculent dans le chômage. Des marches de la famine sont organisées à l'instigation des partis de gauche et surtout du PCF pour tous ceux qui avaient perdu leur travail. En janvier, Pierre Laval diminue de 3 à 10% le traitement des agents de l'État et augmente les impôts. Les enseignants sont victimes de cette politique. Jean Leroy, instituteur, ancien président de la MAIF et également CU, se souvient qu'à cette période, le niveau de vie des instituteurs avait sérieusement chuté suite au prélèvement de 10% sur tous les traitements et indemnités, à la suppression de l'indemnité de résidence pour l'un des conjoints dans les ménages de fonctionnaires et au retard d'un an qu'avaient subi toutes les promotions. Il fut même envisagé de diminuer d'un tiers le traitement de la femme de fonctionnaire, mariée à un fonctionnaire. Face à la crise économique, certains partis politiques désignent les boucs émissaires, responsables de tous les maux.
l'étranger, l'italien ou le polonais, et le fonctionnaire. Le premier, refrain bien connu, vole le pain des Français, on hurle avec morgue, la France aux Français, et l'on organise des chasses à l'homme contre le rital ou le polac. Ces halogènes sont totalement inintégrables. Les Polonais qui continuent de vivre entre eux dans les corons du Nord, parlent leur langue, se tiennent d'étranges façons dans les églises, baisant les mains du prêtre, ne seront jamais assimilés. Pour leurs enfants, ils font venir des moniteurs polonais qui leur apprennent à lire et à écrire dans la langue maternelle à l'intérieur même des locaux scolaires. Bien que catholiques, ce sont des prêtres polonais qui célèbrent les offices. Ils sont inassimilables selon les déclarations de beaucoup, des préfets surtout. La xénophobie, voire le racisme qui accompagne toujours la dernière vague des immigrés n'est pas nouvelle, ils s'inscrivent dans une tradition ancienne, tenace. Il s'agissait pourtant d'une immigration voulue et décidée par la France. On feint de l'oublier, les immigrés européens, catholiques pourtant, ont été victimes eux aussi dans la première moitié du XXe siècle, d'une violente discrimination à l'embauche et au logement. La distinction entre bons et mauvais immigrés n'est qu'un mythe infondé. Quant au second responsable de la crise, le fonctionnaire, c'est-à-dire l'instituteur, il dilapide déjà par ses trop longues vacances l'argent de l'honnête contribuable. Il peut être lui aussi l'objet d'une haine féroce. Les instituteurs sont des déformateurs de conscience, des types à mettre au poteau. En effet, exercent-ils un véritable travail, méritent-ils un salaire ? Libre penseur, athée ou franc-maçon, il est l'adversaire de l'ordre moral que veulent imposer les forces conservatrices. L'historien de la Maïf Michel Chaumet rappelle que l'instituteur est la cible privilégiée de campagnes de presse, menées par des journaux qui pour la plupart, sont entre les mains du patronat et du fameux comité des forges, des houillères et des assurances. En son sein, le patronat de l'assurance, comme les autres patronats, mène combat contre les pédagogues. Le syndicalisme enseignant s'attaque alors au gouvernement et au capitalisme. Une grève est lancée en 1933, l'appel est ainsi formulé. Les instituteurs ne veulent pas être les domestiques à faible gage du gouvernement, des citoyens aux droits restreints, serviteurs d'une école militarisée. Nous nous dresserons contre toutes les forces capitalistes. Ils cherchent déjà à ne plus dépendre des compagnies privées dans le domaine de l'assurance automobile. Les primes sont exagérément élevées et sont utilisées en partie à financer la propagande patronale. Quelques-uns comme Edmond Proust, instituteur dans les Deux-Sèvres, veulent créer une mutuelle. Il déclare en 1937 « C'est pour mener sur le front social, avec nos modestes moyens, la lutte contre le monstre capitaliste que nous avons fondé la MAIF. » Il s'agit de constituer un groupe où les membres, par le seul paiement d'une cotisation, s'assurent réciproquement contre les risques routiers. Les valeurs de confiance, d'entraide et de solidarité fédèrent, au-delà des divergences syndicales et politiques, communistes, socialistes, radicaux, un corps professionnel homogène et soudé contre les abus des compagnies privées. Ce projet est aisément relayé par un réseau de syndicalistes bien structurés. Les enseignants communistes adhèrent au syndicat unitaire, les socialistes ou sympathisants se retrouvent dans les rangs du syndicat national, alors majoritaire. Ensemble contre les vieilles ganaches. Cet ethos, comme dirait Max Weber, c'est-à-dire cet ensemble de principes qui règlent la conduite de la vie, cet ordre normatif intériorisé, se constitue à l'école normale. À cette époque, cette institution intègre fortement les élèves maîtres, pour beaucoup d'origine rurale. En 1931, un instituteur dans l'Allier, Jutier, anarcho-syndicaliste, membre du mouvement Freinet, lance le premier appel écrit en faveur de la création d'une mutuelle, dans son journal pédagogique L'imprimerie à l'école. Trompés et grugés par les compagnies d'assurance, vous pouvez vous libérer de leur emprise. Essayez. Il vous faut une société d'assurance mutuelle contre les risques que votre machine peut occasionner aux tiers. Les instituteurs, gens sensés et prudents, doivent pouvoir réussir la constitution d'une semblable société. Envoyez toute suggestion et critique à Jutier. Le projet est repris par d'autres revues enseignantes, soutenu par un bon nombre de militants syndicaux. La mutuelle appartient à tous les sociétaires, elle refuse le profit, et les bénéfices sont redistribués aux camarades mutualistes. Si elle accuse des déficits, les adhérents s'acquittent d'un supplément de cotisation. Cette dernière est donc variable, le principe de la solidarité doit jouer. Elle n'utilise aucun intermédiaire,
ce qui lui permettra de proposer des tarifs avantageux à tous ces instituteurs qui commencent à pouvoir s'acheter une automobile. Dans le domaine de l'assurance, le mutualisme n'est pas nouveau. La mutualité agricole née au début du XIXe siècle sert de modèle et de nombreuses professions utilisent ce système dans cette période de l'entre-deux-guerres. 301 sociétaires, dont Taste, figurent sur l'acte constitutif. Il est l'unique adhérent du Gers. Fait significatif, ils sont tous pour la plupart établis en Vendée ou dans le centre-ouest, terre favorable à l'émergence de l'idée de mutuelle. Dans ces régions aux communications faciles, la culture des céréales a traditionnellement développé chez les paysans, non seulement l'esprit de solidarité, mais aussi celui d'ouverture à l'extérieur et aux idées de progrès. Dès la fin du XIXe siècle, souligne Michel Chaumet, ils se regroupent en coopératives laitières, ils achètent collectivement le matériel, les bénéfices sont partagés en fonction des quantités de lait livrées par chacun. Le protestantisme, tôt implanté sur ces terres du Poitou et des Charentes, favorise cette éthique spécifique, analysée par Weber. La notion allemande de Beruf, concept introduit par Luther, désigne le travail entendu à la fois comme métier et comme vocation. L'éthique de la besogne est considérée dans la doctrine luthérienne comme l'accomplissement de devoirs temporels voulus par Dieu. Elle impose non seulement le sens du travail, mais aussi l'obligation de l'apprentissage de la lecture, qui permettra à chacun l'accès direct à la Bible et le nécessaire exercice du libre examen. Avant les lois scolaires de 1880, de nombreuses communes possèdent leur école laïque, et dans toute la plaine niortaise, on compte moins de 4% d'analphabètes. Les comportements religieux ont une extrême importance sur la vie des esprits. Niort est également le grand centre régional de vente du livre par colportage. Edmond Proust, un des pères de la MAIF, est bien un représentant de cette région. Né en 1894 dans cette partie protestante du Poitou, il est reçu au concours de l'école normale de Parthenay et il obtient son BS, brevet supérieur. Mobilisé en 1914, il est blessé en 1915 et démobilisé en 1919, il obtiendra la Croix de guerre en récompense de son courage. Après la guerre, il militera dans des associations pacifistes. Affecté à Perret dans les années 1920, hameau des Deux-Sèvres, il y restera jusqu'à sa retraite. Nous reviendrons longuement sur la vie d'Edmond Proust. Il assure, comme la plupart des instituteurs de l'époque, le secrétariat de mairie, la direction des répétitions et représentations théâtrales, l'animation de la société de tir. Républicain et laïque convaincu, ses convictions politiques le font balancer entre le radicalisme anticlérical du début de siècle, le socialisme du Front populaire, voire même le romantisme révolutionnaire émanant de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.